Des vieux modèles et il n'y a pas d'abeilles, première raison. Et deuxième raison, rien n'interdit malheureusement une production chinoise d'avoir une abeille. Et en aucune manière, l'abeille identifie l'origine, la provenance du coteau de l'aïeul. Et alors, pourquoi on ne peut pas déposer le nom, par exemple, ou la marque l'aïeul? Alors, on ne peut pas déposer la marque l'aïeul pour une raison essentielle. L'Europe, le monde, est géré par ce qu'on appelle le droit des marques. Le droit des marques, ça veut dire que vous attribuez un nom à une classe de produits. Exemple, les couteaux, c'est la classe 8. Je pourrais faire des barbecues, c'est la classe 12, etc., etc. Et je dépose un nom pour une classe de produits. Alors, vous voyez déjà, ça veut dire que pour un nom comme le mot l'aïeul, il faudrait que je le dépose dans toutes les classes de produits. C'est à peu près une quarantaine de classes. Dans tous les pays. Donc vous voyez, déjà les dépôts sont énormes. On estime le coût un peu plus on parle en millions d'euros, hein, le coût de dépôt. Et en plus, si commercialement vous ne facturez pas pendant 5 ans, la marque tombe. Alors si on reprend le cas de l'aïeul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aurait fallu déposer le mot l'aïeul dans toutes les classes de produits, dans tous les pays du monde, et produire tous les produits. Sinon la marque tombait. Donc on voit que souvent d'ailleurs les gens nous disent mais l'aïeul, pourquoi vous n'avez pas déposé le nom? Parce que tout simplement on ne peut pas le déposer. C'est totalement indéposable. On est sur un produit territorial, on est sur un produit paysan, on est sur un produit bien fait et fait pour durer. Bien fait et fait pour durer. Et fait pour durer, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'il est tout le temps garanti et ça veut dire surtout l'entretenable. C'est-à-dire que surtout un couteau de la forge, on ne le jette pas, on le répare. Donc on vous dit surtout quand vous l'avez abîmé, n'en rachetez pas un. Ramenez-le, on vous le répare, on vous le remet à neuf, on vous le repolie, on change ce qui doit être changé, on change la lame si elle est usée. La lame est un élément d'usure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez l'affûter, elle va s'user et au bout d'un certain temps, vous pouvez la changer. Donc effectivement, nous, autant les couteaux de table que les couteaux de poche, les couteaux pliants, on répare totalement et on assure l'entretien de nos couteaux depuis des décennies. Plus qu'un couteau, le laïeul est devenu au fil des siècles un véritable objet d'art portant en lui tout l'héritage d'une région. No good with faces and I'm bad with names. Gave me directions, but it's all the same. À quelques pas de la forge de l'aïeul, la maison Conquet est tenue par une figure locale. Lulu, un homme authentique connu pour sa bonhomie mais surtout pour son savoir-faire. Plusieurs fois primé, l'établissement est célèbre pour sa charcuterie artisanale, mais surtout pour sa viande de bœuf fermier certifiée Label Rouge, pure race Aubrac. Il faut que l'animal soit né et élevé chez le même éleveur, pour éviter les ateliers d'engraissement. Et que l'éleveur pratique la transhumance au-delà de 800 mètres d'altitude. Pour le Label Rouge, il y a une limite d'âge. L'animal doit avoir minimum 36 mois jusqu'à l'âge de 9 ans. Tout ce qui est ensilage est interdit. Ensilage de maïs, ensilage d'herbe est interdit. L'animal ne doit manger que ce qui est fait sur l'exploitation. Le cahier des charges élaboré est destiné à garantir aux consommateurs une viande Label Rouge issue d'un mode d'élevage traditionnel. En 2001, ils étaient 221 éleveurs de bœufs fermiers Aubrac. Aujourd'hui, ils sont quelques 500 à approvisionner les bouchers tout au long de l'année. Nous retrouvons d'ailleurs un peu plus tard Lulu au milieu de ces vaches qui ont fait sa réputation. L'occasion de nous entretenir avec l'éleveur. On n'a que des prairies naturelles ici, donc il y a différentes flores qui poussent naturellement. Et avec cette différente flore, les animaux déjà sont en bonne santé. Et quand les animaux sont en bonne santé, ils produisent de la bonne viande. Voilà. Vous avez combien de bêtes? J'ai 80 vaches, 80 mères Aubrac, de race Aubrac. Ici on est dans l'Aubrac, alors c'est race Aubrac. Est-ce qu'elles ont toutes un petit nom? Oui. Elles ont toutes un petit nom. Il y en a qui s'appellent Musette, il y en a qui s'appellent... Celle-là, elle s'appelle Dorade. Là, on a Marquise. Celle qui est couchée avec la cloche, c'est Maruel. Et le taureau? Il s'appelle François. Pourquoi François? Parce que son propriétaire s'appelle Franck, alors on l'a appelé François. C'est vrai en plus. De retour à la boucherie, nous avons demandé à Lucien Conquet quelles étaient, selon lui, les parties les plus savoureuses de la viande de bœuf.
Les meilleures parties de l'animal sont toujours bien sûr le filet, le rhum steak et les côtes de bœuf. Alors le filet bien sûr parce que c'est la partie la plus tendre de l'animal. Après vous avez des morceaux qui sont intéressants comme la poire, les merlans et des mouvants. Tout ça, c'est dans la cuisse. Ce sont des morceaux très tendres. Et après il y a le rhum sec qu'on peut manger en tranches épaisses, soit sur le barbecue ou on peut le manger aussi, le démonter. Quand nous on le démonte, les bouchées pour le faire en pavé de rhum sec. Et après, bien sûr, la côte de bœuf, la traditionnelle côte de bœuf, qui a beaucoup de persillé, qui est une partie beaucoup plus grasse et qui permet d'être faite au barbecue ou au four. Oui. Classée à plusieurs reprises dans la liste des 10 meilleurs restaurants du monde, la Maison Brasse domine quant à elle le plateau. La cuisine créative du chef Michel Brasse et de son fils Sébastien se compose d'herbes fraîches et de fleurs des alentours. L'amour de la cuisine chez les Brasse se transmet de père en fils et affiche depuis 1999 3 étoiles au guide Michelin. On s'est forgé une identité, un caractère culinaire qui au départ n'était pas une force très présente dans le pays. Bien sûr, on a un pays de montagne, donc avec la charcuterie, une tradition d'élevage, de fromage, etc., etc. Donc ça fait partie vraiment de nos gènes. Mais je crois qu'année après année, on a su construire aussi une identité culinaire. Mon père avait commencé ça il y a une trentaine d'années, cette démarche très proche du plateau de l'Aubrac, donc démarche très végétale. Il ne faut pas oublier que sur l'Aubrac, on a une des flores les plus riches d'Europe, donc il y a eu une démarche de fond qui a été entreprise il y a de nombreuses années pour mettre en avant cette flore. Est venu se greffer là-dessus un travail sur les légumes, recherche de légumes oubliés, un travail de fond en collaboration avec nos amis maraîchers. Il y a quelques années, nous avons également aussi mis en œuvre un jardin personnel. Donc voilà, cette ligne végétale est devenue aujourd'hui très très forte et une ligne directrice de notre identité culinaire. Ah, c'est quoi les 4 4A, c'est les 2. Yannick, s'il vous plaît. Et si la cuisine du chef Brasse est si célèbre à travers le monde, c'est qu'elle est nourrie, habitée, inspirée par l'Aubrac et tout ce qui en découle. C'est surtout dû, je pense, à l'amour d'un territoire et l'envie d'exister ici, de partager voilà, les lumières de notre pays, la minéralité, les produits, les rencontres. C'est l'envie de faire partager tout ça à nos clients, aux clients qui nous font confiance, qui viennent de loin pour venir à notre rencontre, parce que le plateau de l'Aubrac, c'est 3 habitants au kilomètre carré. On est loin de toutes les grandes métropoles françaises, donc c'est vrai que c'est une démarche profonde. Donc on a envie que les gens qui nous font confiance profitent à 200% du plateau de l'Aubrac. Oui, mais alors 3 étoiles au guide Michelin quand même, je suppose que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, mais c'est aussi, je crois, au-delà de 3 étoiles, c'est l'envie d'aller peut-être au-delà des codes et des références étoilées, c'est se faire plaisir, aller jusqu'au bout de ses idées. Voilà. Moi, mon enfance, je l'ai partagée entre les moments passés en cuisine, entre les moments passés chez mes grands-parents agriculteurs, entre les moments passés en balade sur le plateau de l'Aubrac. Donc quelque part, quand il a fallu faire le choix d'un métier professionnel, ce n'était que le prolongement de mon terrain de jeu enfant. Donc ça s'est fait tout à fait naturellement. Paysages, souvenirs d'enfance, perceptions, les trésors de l'Aveyron sont recréés dans les assiettes. Une cuisine emplie d'exigences et de pureté en constante évolution et qui fait écho à la terre de l'Aubrac. Le lendemain, le soleil se lève sur l'Aïeul et le vent souffle fort. Le thermomètre affiche seulement 1 petit degré, mais la beauté des lieux fait vite oublier la fraîcheur de l'air. Il est 7h du matin et nous retrouvons Lionel au milieu de ses vaches pour effectuer sa traite quotidienne. Là, je tire les premiers jets pour voir s'il n'y a pas d'infection dans la mamelle. Le lait est bon à la consommation. Et alors maintenant, tout est appareillé, ça ne se fait plus à la main, la traite des vaches? Non, tout est mécanisé, oui. Vous tirez combien de litres de lait par jour? En ce moment, avec 22 vaches, je fais 560 litres par là, environ. Et alors ce lait, il va où ensuite? Il est collecté sur exploitation par un camion, citerne, qui le ramène à la coopérative Jeux de montagne à l'Aïeul.
La coopérative Jeune Montagne produit le fromage de l'Ailleul, appellation d'origine protégée au lait cru et entier. Ici, la tome de l'Aubrac est très prisée par les connaisseurs. On la consomme fraîche, affinée ou cuisinée. Elle entre dans la confection de plats comme l'aligot, la truffade ou encore le retortilla, des plats typiques de la région. Alors Lionel, en ce moment, doit nous livrer environ 500 litres de lait tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a 2 traites, la traite de hier soir et la traite de ce matin. Et donc, dans le cadre de la AOC l'Ailleul, il y a obligation de collecter tous les jours le lait, du fait qu'on travaille du lait cru et entier, non standardisé. Et pour maintenir une certaine qualité, on est obligé de le collecter tous les jours. Est-ce que vous avez seulement Lionel ou vous avez plusieurs agriculteurs? Alors on a 75 producteurs, on dit point de collecte, parce qu'il y a des fois plusieurs producteurs sur le même point de collecte, avec des GAEC. Et qu'on collecte tous les jours, on fait environ 600 km sur l'Aubrac pour collecter tous les producteurs de la coopérative Jeune Montagne. C'est un travail quand même qui est difficile. Vous vous levez tous les jours à quelle heure? Vers 6h30 par là. Comment ça se passe une journée concrètement? Le matin, on se lève, on déjeune, je fais la première traite du matin. Je m'occupe des animaux, je leur donne à manger. Et après, on fait tout le travail qu'il y a dans les champs. Alors en ce moment, au printemps, on fait l'entretien des clôtures qui ont été esquintées l'hiver. Et après, on fait l'entretien des parcelles et on commence à préparer le matériel pour pouvoir faner début juin. Et puis alors, je suppose qu'il n'y a pas de vacances, c'est tous les jours? C'est tous les jours, toute l'année. J'arrive quand même à prendre environ 3 semaines de vacances par an. Mais je me fais remplacer. Je paye quelqu'un qui vient me remplacer sur exploitation pour traire les vaches. Alors, est-ce que la qualité de lait change l'hiver par rapport à l'été? Oui, le lait est meilleur à l'herbe du printemps. C'est là où on fait le meilleur lait de l'année. Et là, ça fait combien de jours qu'elles sont à l'herbe? J'ai attaqué de les mettre à l'herbe le 28 avril et le 6 mai, elles ont attaqué de pâturer nuit et jour. Et alors, comment ça se fait que le lait est meilleur? L'herbe de printemps est très riche, donc elles augmentent le lait. Elles augmentent le lait et du coup, ça fait une qualité du lait bien supérieure au niveau protéique et au niveau matière protéique. Avec l'herbe de printemps, vu la richesse de l'herbe, le lait est bien plus riche. Nous quittons Lionel et son troupeau pour nous rendre à quelques kilomètres de là, à la coopérative Jeune Montagne, voir justement comment est produite la fameuse tome de l'Ailleul. Le lait est juste réchauffé à 34 degrés, c'est-à-dire la température où le lait sort de la mamelle de la vache. C'est la seule opération qu'on fait en fait sur le lait. Il n'y a pas d'écrémage, il n'y a pas de pasteurisation. Il est traité tel quel. Donc au quotidien, on collecte le lait chez Lionel et chez d'autres producteurs. Et donc ce lait est ramené dans la cuve à 34 degrés. On mélange ce lait avec de la présure, qui est en fait une enzyme naturelle qui permet de coaguler le lait. On met quelques ferments qui sont en fait des bactéries spécifiques au fromage de l'Ailleul. Et donc on le met dans cette cuve qu'on mélange pour homogénéiser le lait. D'accord ? Une fois mélangé, on laisse reposer le lait et il devient solide. Et donc on passe à la deuxième étape, qui est en fait la découpe de ce caillé. Et donc là, sur cette cuve-là, on est sur l'étape où on décaille le lait. Suite au test en fait, qu'a fait le fromager en fonction de la consistance du caillé. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de vérifier si mon caillé il a pris là. Alors, on va le voir là. Là ça y est, je suis prêt à décailler ma cuve. Et alors, on le sent comment quand ça a pris? Mais ça c'est l'habitude. Nous les fromagers, c'est à force de faire, il faut que ce soit une coupure franche là comme là. Vous voyez? Là, une coupure franche, là on sait qu'il est prêt là. Donc là c'est parti pour 8 minutes de décaillage. Dans le lait, dans cette cuve là-bas en fait j'ai mis la présure, c'est ce qui va permettre au lait de coaguler. Et dans celle-là j'ai mis les ferments, c'est ce qui permet après de faire la tome pour faire notre fromage. Sans ferment il n'y a pas de fromage. Et alors c'est quoi exactement? Ce sont des bactéries? Oui, ce sont des bactéries après qu'on incorpore et après les bactéries elles font leur travail après. Et c'est ce qui permet la conservation du fromage en fait. Et le goût. Il y a des ferments pour le goût, il y a des ferments pour l'affinage. On les incorpore comme ça dans le lait. On en met combien à peu près? Tout dépend les litrages. Là vous avez vu c'est un petit pilulier et nous comme on remplit toujours les cuves à 5000 litres, c'est toujours la même dose en fait. C'est pas. Là on fait pas, c'est toujours bien mesuré.
on remplit nos cuves et le dosage est toujours le même. En fonction des saisons, suivant ce qu'on recherche. Toutes ces étapes sont gérées manuellement par le fromager et par les aides fromagers parce que la qualité du lait évolue selon la période, déjà selon la saison, si on est l'hiver avec du foin ou l'été avec de la pâture comme on l'a vu ce matin, ou en fonction du temps, si c'est un temps de pluie, un temps froid, un temps chaud, chaque jour le lait évolue et donc on est obligé en fait d'avoir une notion d'adaptation permanente à la qualité du lait. C'est le fromager qui s'adapte à la qualité du lait et non l'inverse. Alors le lait, quand il arrive, est-ce qu'il est vérifié, contrôlé? Alors au quotidien, il y a un laboratoire qui contrôle toutes les citernes qui rentrent à la coopérative et à la fromagerie. Et donc selon la qualité, on peut réorienter le lait ou s'il y a des problèmes qualité, on intervient chez le producteur puisqu'on peut aller chercher, savoir quel est le producteur qui a le problème qualité pour aller régler son problème chez lui. Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc le caillé est sorti de la cuve, on l'a mis sur des presses pour continuer donc à extraire l'eau. Donc ils ont découpé en fait le gâteau de caillé pour créer un réseau en quelque sorte pour que l'eau puisse se réévacuer. Et ils remettent sous presse. Et donc ça c'est une étape de pressage importante, spécifique au laïol et qui permet en fait de faire de la pâte pressée. Et cette étape elle dure environ 1h30 avec on va dire 7 à 8 retournements comme ils viennent de faire. Toutes les 5-10 minutes, ils pressent. Donc ils découpent, ils mettent de champ, ils regroupent au milieu et ils repressent. C'est un travail assez physique. Hein. Et ils sont toujours par deux? Par deux, oui. La tome, une fois qu'elle a été pressée, on la laisse maturer à 20 degrés pendant 24 heures. Donc vous l'avez, elle est en train de maturer ici. Donc c'est une tome qui est très souple, assez solide, qu'on laisse maturer 24 heures avant d'être broyée, salée dans la masse et mis en moule pour devenir du laïol. Cette tome-là, on peut la laisser maturer 24 heures de plus. Ça fait de la tome 48 heures, qui va être mélangée avec une purée de pommes de terre, de la crème et va devenir de l'aligot. Alors la tome, une fois qu'elle a maturé 24 heures, à température autour de 20 degrés, on broie cette tome, donc en petite causette de cette grosseur. On la sale dans la masse, on mélange manuellement et ensuite on va monter les fromages. Donc là on laisse une temps de prise de sel environ 3 heures. Alors là vous voyez ici des plaques qui vont être apposées pendant le montage du fromage, qui seront pris dans la masse de la croûte du fromage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever. Et donc c'est la plaque de l'AOC, de l'appellation d'origine protégée, AOP plutôt, avec le numéro d'atelier, la date de fabrication, et avec le code barre, on peut savoir d'où vient le lait, de quel producteur, quel fromager l'a fabriqué, quelle journée, toute la vie du fromage en fait en quelque sorte est sur cette plaque-là. Sur tous les fromages, nous retrouvons l'emblème de l'aïeul. Donc voilà, ça c'est l'emblème de notre pays en fait, et du laïol, qui est en fait le taureau de l'aïeul, qui est la statue qui est au milieu de la place du village, qui est l'emblème de la race Aubrac, qui est la race locale, qui avait été érigée en 1947 en mémoire de cette race locale. Et en fait depuis, cette race est devenue allaitante et s'est beaucoup développée sur notre plateau. Vous le voyez surtout dans tous les packages. Et donc c'est l'emblème de notre appellation d'origine protégée, l'aïeul. Voilà, donc là on se situe dans la cave d'affinage. Donc vous avez les fromages ici qui viennent d'arriver en fait. Après 2 jours de pressage, on laisse la toile encore un jour de plus pour finir de sécher en quelque sorte la périphérie du fromage. Et vous voyez, la toile permet d'augmenter la surface du fromage pour que les bactéries et la croûte s'installent. On retrouve la plaque qui est prise dans le fromage, qu'on ne peut pas enlever. Et donc ce fromage va être affiné pendant minimum 4 mois d'affinage. Et jusqu'à 6, 8, 10, 12 mois. On va jusqu'à 30 mois d'affinage pour des fromages prestigieux en quelque sorte. Mais globalement, on est sur un affinage entre 6 et 8 mois d'affinage en laïeul. Je suis en train d'étaler le pénicillium sur la croûte du fromage. Alors c'est quoi le pénicillium? C'est tous ces petits boutons blancs que vous voyez qui poussent régulièrement.
Et c'est la moisissure du fromage? C'est la moisissure du fromage qui sert à faire développer la croûte. Et comment on s'occupe des fromages au quotidien? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les bichonner? Les fromages sont retournés une fois par semaine et frottés tous les 15 jours. Ils vont rester ici jusqu'à 4 mois, 6 mois, voire 18 mois. Consommer des produits de la coopérative Jeunes Montagnes, c'est aussi encourager les producteurs de lait, car la coopérative Jeunes Montagnes est une coopérative indépendante, la gouvernance étant assurée uniquement par des producteurs, témoignage ultime de la vitalité économique de la région. L'Aubrac, une région exceptionnelle située à seulement quelques heures de la Principauté, au sud du Massif central et qui relie 3 départements, le Cantal, l'Aveyron et la Lozère, des régions chères au prince Albert II de Monaco, ses ancêtres ayant marqué de leur sceau plusieurs territoires. Le rocher de Carlas, situé dans le Cantal, appartient d'ailleurs toujours à la famille Grimaldi.